Petit point de méthode concernant donc le thème 2, chapitre 2, résolution d'un exercice de mécanique. C'est un petit résumé de la situation jusqu'à maintenant. Souvent dans les sujets de bac, vous allez avoir établir les équations horaires du mouvement. Donc en fait, on va vous donner la réponse, il faudra simplement retrouver le chemin. Donc en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord définir à chaque fois le système. Donc quel est le système étudié? Je ne mets rien parce qu'il faut le compléter. Donc par exemple pour le TP du lancer franc, c'était le ballon. Ensuite, je précise le référentiel dans lequel je vais faire l'étude. Une fois que c'est fait, je vais faire un bilan des forces. Souvent, on le sait maintenant, il n'y aura que le poids qui sera à prendre en compte. Une fois que j'ai fait ce bilan des forces, je vais passer donc à l'application de la deuxième loi de Newton. Donc je vais l'écrire, la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures exercées sur le système est égale à la masse fois l'accélération du système. Et la masse, c'est bien la masse du système aussi. Donc dans le cas du ballon de basket, c'est la masse du ballon de basket. Donc souvent, si dans le bilan des forces, je n'ai que le poids P, donc le poids P, vous savez que c'est égal à M fois G. Donc quand on va utiliser la deuxième loi de Newton, ben, la seule force, c'est le poids. Donc c'est M fois G. Et vous voyez que MA est égal à MG. Attention d'utiliser les vecteurs pour l'instant. Et donc à la fin, je vais toujours avoir un départ qui va ressembler à ça. AA est égal à G. Donc ça, c'est dans le cas où on n'a que le poids. Ce sera le cas des exercices pour l'instant. On fera tout à la fin une situation où on aura des frottements de l'air. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc là, ça va changer un petit peu la donne, si jamais c'est le cas. À partir de cette expression vectorielle, on va ensuite projeter sur des axes. Donc imaginons que dans l'exercice, on a un axe qui s'appelle Y et ici un axe qui s'appelle X. Attention, il y a des exercices où cet axe, on l'appellera Z. Donc il faut être capable de vous adapter. Hein. N'apprenez pas quelque chose par cœur parce qu'après le prof, quand il vous corrige et quand il voit que l'élève, ben voilà, on lui a appris avec Y, il sait faire qu'avec Y, c'est un petit peu dommage. Donc à partir de là, on va trouver les coordonnées de A, donc qui s'appelleront AX et AY. Donc là, par exemple, dans la situation, ce sera 0 moins G. Je ne l'écris pas pour ne pas rentrer trop dans le détail. Ce qui m'intéresse, c'est juste la méthode. Maintenant qu'on a l'accélération, on va en déterminer la vitesse. Donc, détermination de V, donc du vecteur vitesse. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va effectuer donc la primitive, donc en primitivant. En faisant la primitive, donc je vais trouver les coordonnées de V, donc Vx, Vy. C'est la méthode générale. Je précise simplement qu'à chaque fois, vous allez avoir des constantes qui vont apparaître. Et les constantes, comment est-ce qu'on va les déterminer? Donc il faut utiliser ce qu'on appelle les conditions initiales. Pour trouver les constantes, par exemple, si on a C1 et C2, donc dans l'exercice qu'on a vu dans le cours, donc c'est 0 moins G. Et là, donc comme en primitive, qu'est-ce qui dérivé donne 0? Eh bien, c'est une constante qu'on appellera par exemple C1. Et ici, donc on aura moins G fois T plus C2. Et donc pour trouver C1 et C2, il faut utiliser les conditions initiales. Donc c'est-à-dire quelle est la vitesse à T égale 0, quelle est la vitesse Vy à T égale 0. Et ça nous permet de trouver C1 et C2. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va déterminer le vecteur position. Donc, je vais l'appeler par exemple OG, comme dans le cours.
Donc en primitivant encore une fois. Et donc j'aurai OG avec des coordonnées X. Alors là, je vais exagérer l'écriture en rajoutant que ce sera en fonction de T et Y de T. Donc là, par exemple, si je primitive, donc j'aurai à nouveau des constantes. Donc attention, je ne vais pas le réécrire, mais attention, donc il faut utiliser les conditions initiales pour trouver donc les constantes qu'on appellera C3 et C4 par exemple. Il y a des profs qui vont utiliser A, B, C, D pour les constantes. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord? C'est pas un problème. À partir de là, donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Donc, quand on aura l'expression de X de T et de Y de T, on aura ce qu'on appelle donc les équations horaires. Donc, si on vous demande de trouver les équations horaires du mouvement, en fait, on vous demande de faire tout ça. Ça, c'est du vocabulaire. Il faut comprendre la question, en fait. Donc, il y a du boulot. Hein. C'est pas fait en une ligne. Donc, il faut s'appliquer vraiment dans ce que vous faites. Souvent, ces équations horaires sont données dans l'énoncé. On vous dit, retrouvez que les équations horaires sont, et on vous les donne. Pour un élève qui a un petit peu de mal, qu'est-ce qu'il peut faire, tout simplement? Eh bien, il peut dériver une fois et il aura l'expression de la vitesse, et il redérive encore une fois et il aura l'expression de l'accélération. Et donc, en fait, après, donc ça, je le fais au brouillon, et après, naturellement, avec la rédaction, on peut essayer de repartir dans l'autre sens. Mais c'est un truc pour un élève peut-être qui est un petit peu en difficulté. Si on vous donne cette réponse-là, vous savez qu'en dérivant deux fois, vous retrouvez l'accélération. Et donc, en fait, vous devriez être capable de retrouver le début de l'histoire pour retrouver le fil conducteur. Dans la suite du cours, on a vu que à partir de là, soit l'exercice s'arrête, soit on va vous demander des choses en plus. Donc, une chose en plus qu'on peut vous demander, c'est d'en déduire l'équation de la trajectoire. Donc ça, c'est une option. Hein. Donc, ça dépend des exercices. Des fois, on vous le demandera, des fois, on ne vous le demandera pas. Donc, trouvez l'équation de la trajectoire. Et attention, il faut penser à quoi l'équation de la trajectoire? C'est y en fonction de x cette fois-ci. Donc faites attention, les équations horaires, c'est en fonction du temps, d'où horaire. Et équation d'une trajectoire, c'est comme si je filmais avec une caméra. Et bien quand je filme avec une caméra, j'ai un repère naturellement xy. Donc c'est y en fonction de x. Donc faites bien attention à ça. Et on s'était arrêté là au niveau du cours. Je vous rappelle que pour trouver l'équation de la trajectoire, donc on part des équations horaires, x de t, y de t. On a déjà vu ça dans la séance précédente. Donc je rappelle rapidement, pour trouver l'équation de la trajectoire, il faut que j'élimine t. Le plus simple, c'est de prendre l'équation de x de t, d'isoler t, et d'injecter la valeur de t dans y de t. Et vous voyez que là, on va remplacer t au carré par x au carré divisé par v0 cosinus alpha au carré. Et on va remplacer ici t par x fois v0, x divisé par v0 cosinus alpha. Et avec un petit jeu de simplification ici, vous voyez qu'on obtient en fait ici tangente alpha. On a une équation qui est du genre ax carré plus bx plus c plus une certaine hauteur s'il y en a une au départ. Là, dans l'exercice du livre, on n'en avait pas. Et donc, ça reste une équation de parabole. Juste petite info d'un point de vue mathématique. Le moins ici fait que la parabole donc, va avoir une forme qui va être vers le bas. Et donc, ça correspond bien à lancer. Si A était positif, s'il n'y avait pas ce moins, la parabole serait dans l'autre sens. Donc ça, c'est juste le petit côté mathématique. Il faut voir en fait ce qu'apportent les signes à chaque fois. Je reviens maintenant au cours. Dans le cours, on s'était arrêté à l'équation de la trajectoire. Donc, on n'a pas d'auteur au départ, donc on n'a pas un plus h qui pourrait apparaître. Donc ça, c'est la première option. Donc attention,
cette équation de trajectoire, vous ne la trouvez que si on vous la demande. Il y a des exercices, on vous la demandera peut-être pas. Il y a d'autres exercices, on vous la demandera, donc sachez le faire. Qu'est-ce qu'on peut demander encore à un élève? Donc c'est une autre option possible. Soit en plus, soit à la place. Donc ça dépendra de l'exercice. On peut vous demander aussi de trouver ce qu'on appelle la flèche du tir. Donc la flèche du tir, c'est quoi? C'est l'altitude maximale qui va être atteinte par le projectile. Donc imaginez un tir d'un boulet de canon. On veut savoir ici à quelle hauteur maximale je vais avoir pour le boulet de canon. Alors comment est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, il faut simplement réfléchir sur la vitesse. Dans les équations horaires, vous avez vu que la vitesse selon x, elle est constante, mais la vitesse selon y, elle va varier. On a vu dans l'étude lundi dans le TP que la vitesse selon y, à un moment donné, donc au départ, elle est positive, et ensuite elle devient négative. Donc le ballon monte, et à un moment donné, il redescend. Et donc, il y a un moment très particulier au niveau de la vitesse, qui est que, en fait, à cette flèche, la vitesse selon y, elle va être égale à 0. Et si vous reprenez l'expression de Vy, eh bien Vy, normalement, c'est moins g fois t plus V0 sinus alpha. Donc ça, je vais chercher pour quelle valeur de t est-ce que ça vaut 0. Donc je vais en extraire t, donc la date à laquelle j'ai atteint le sommet, et je trouve donc, ça c'est des maths, c'est V0 sinus alpha sur g. Qu'est-ce que j'en fais? Donc maintenant, j'ai la date à laquelle j'atteins le haut de la flèche. Maintenant, moi, le problème, c'est que je veux trouver à quelle altitude y ça correspond. Donc, cette valeur de t, je vais en faire quoi? Je vais l'injecter dans l'équation horaire. Donc, il y a deux choses à faire. Hein. D'abord, trouver à quelle date j'arrive à la flèche, donc au sommet du tir. Et ensuite, je vais l'injecter dans y de t. Donc, je vais remplacer t par la valeur que j'ai trouvée juste au-dessus. Donc là, le calcul est détaillé. C'est pour ça que je ne le réexplique pas. Et vous remarquez que vous avez ici un V0 sinus carré sur 2G. Pourquoi? Parce que vous avez G carré, vous avez ici G divisé par G carré, donc ça vous gardera G. Lorsque vous développez tout ça et lorsque vous faites le calcul, donc vous voyez très bien que l'expression ici, elle est une fois V0 carré sinus carré alpha sur G. Et là, j'ai moins 1,5. Donc à la fin, il me restera 1,5. Ces valeurs en général sont connues. Donc on vous donnera G dans l'exercice, on vous donnera alpha dans l'exercice, on vous donnera V0. Et il suffira de faire le calcul à la calculatrice. Attention avec le sinus. Vérifiez bien que votre calculatrice est en mode degré. Si on vous donne alpha, par exemple, un angle de tir égal à 40 degrés, sinus de 40, vous n'aurez la bonne valeur que si vous êtes en mode degré sur votre calculatrice. Donc faites bien attention à ça. Un peu plus compliqué, après, donc c'est ce qu'on appelle la portée. La portée, ça veut dire quoi? La portée, c'est la distance maximale que je peux obtenir avec le tir. Cette distance maximale, elle va dépendre, vous vous en doutez, de l'angle. Vous avez sur la figure, vous voyez, en fonction de l'angle, vous avez une distance plus ou moins grande qui peut être obtenue. Et de façon un peu logique, vous voyez que pour un angle de 45 degrés, on a l'impression que c'est là où on va le plus loin. Alors comment le trouver, cet angle de 45 degrés? Donc le but du jeu, c'est pas de le dire, hein, c'est pas de dire je pense que ça doit être à peu près à 45 degrés, c'est de le prouver mathématiquement. Donc ça, pour le trouver mathématiquement, il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu plus. Pour déterminer la portée, donc il faut que je trouve pour quelle valeur de x j'arrive à y égale 0. Puisque sur mon schéma, je vais envoyer un projectile, il va atterrir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pour quelle valeur de x ici est-ce que je trouve y égale 0. Donc il faut que j'arrive à résoudre l'équation ici, qui est l'équation de la trajectoire, égale 0. Donc voilà pourquoi est-ce que je l'annule. Hein. C'est parce que je veux trouver y égale 0. Ici, c'est mon point de chute. Donc je résous l'équation. Donc vous reconnaissez une équation du second ordre. Donc y de x est égal à ax carré plus bx. Il n'y a pas de plus c, puisque vous voyez que c est nul. Vous pouvez rajouter plus c si vous le voulez, mais ça sera 0.
Si on identifie, donc voici B, voici l'expression de A, et en injectant ça avec les solutions de l'équation, donc ça c'est des maths, vous trouvez une valeur égale 0, donc ça c'est le point de départ, souvent, puisque je suis à l'origine. Cette valeur ne m'intéresse pas, donc c'est forcément la seconde qui va m'intéresser. Et quand on fait le calcul, donc on va trouver ici une expression qui est sous cette forme-là. Alors si jamais vous vous arrêtez là, moi personnellement, je ne vais pas enlever des points à un élève qui a trouvé ça déjà, parce qu'après il peut faire un calcul quand même. Mais après, au niveau trigonométrie, donc sachez que sinus de 2 alpha, en trigonométrie, donc c'est égal à 2 fois sinus de alpha fois cosinus alpha. Donc ça, c'est une propriété de trigonométrie. Et donc à la fin, vous trouvez l'expression qui est donnée dans votre cours simplement et que je viens de démontrer. Une fois que j'ai trouvé maintenant la valeur de la portée, donc je veux juste avoir une petite réflexion sur la valeur de l'angle à donner pour avoir la portée la plus grande. Donc sinus 2 alpha doit avoir la valeur la plus grande possible. Et donc ça, c'est possible si alpha est égal à 45 degrés. Voilà simplement pour la valeur, mais c'est pas ça qui est le plus important. Les aspects énergétiques. Donc c'est une petite partie, mais qui peut, on va dire, rapporter des points. Petit rappel de première. Petit rappel sur trois notions qu'il faut que vous connaissiez. Donc la première, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, que je vais appeler EPP. Donc P comme potentiel, P de pesanteur. C'est la masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude. Alors ici, dans notre chapitre, l'altitude, elle est sur un axe Y, donc je vais l'appeler Y ici. Vous avez peut-être vu en première, énergie potentielle de pesanteur est égale à M fois G fois H. H étant la hauteur de chute, par exemple, ça marche très bien aussi. Deuxième notion, l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, elle, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Donc ça, ce sera donc l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, l'idée, c'est que potentiellement, entre guillemets, ça peut faire mal. C'est-à-dire que plus je tombe de haut, si je me le prends sur la tête, plus ça va me faire mal. L'énergie potentielle. Potentielle parce que je ne vais l'utiliser que si je lâche la balle. Si je la tiens, elle a une énergie potentielle. Si je la lâche, elle va l'utiliser, cette énergie potentielle. L'énergie EC, donc c'est l'énergie cinétique. Cinétique, kiné, ça veut dire mouvement. Ça vient d'une racine grecque qui veut dire mouvement. Le cinéma, c'est des images en mouvement. Donc c'est pareil, c'est la même racine. Et à la fin, il faut que vous connaissiez l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est simple, c'est simplement la somme des deux. Énergie potentielle de pesanteur plus énergie cinétique. Et avec ça, vous êtes déjà armé dans le cas du lancer franc. Dans le cas d'un mouvement d'un projectile, on a toujours ces trois courbes-là. Un élève doit être capable d'identifier qui est qui. Donc je réfléchis simplement. J'ai tout d'abord un projectile qui va être envoyé, donc son altitude va augmenter et ensuite elle va diminuer. Donc forcément ici, j'ai l'énergie potentielle de pesanteur. C'est celle-là. Donc un élève doit être capable d'identifier l'énergie sur ce graphique. Que fait la vitesse? Donc l'énergie cinétique, elle est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc au départ, mon projectile, sa vitesse va diminuer, il va atteindre la flèche et ensuite il va réaugmenter. Donc ce graphique-là, ça représente l'énergie cinétique. Et quand on fait la somme des deux, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a une valeur qui est constante, ça c'est l'énergie mécanique. D'où la notion importante qui est notée ici, c'est que quand on a une étude en l'absence de frottement, eh bien, on a ce qu'on appelle conservation de l'énergie mécanique. Attention, la conservation de l'énergie mécanique, c'est en l'absence de frottement.
Dès que vous avez des frottements, vous n'aurez plus conservation de l'énergie mécanique et donc cette droite qui est horizontale, elle va diminuer au fur et à mesure. Comment est-ce que ça s'écrit? Eh bien, l'énergie mécanique donc au point de départ, elle est égale à l'énergie mécanique au point d'arrivée. Donc là, qu'est-ce qu'on me propose dans le texte? On me dit l'énergie mécanique entre l'origine du mouvement O et un point M quelconque. Donc je suis capable d'écrire que l'énergie mécanique au point O, c'est quoi son énergie mécanique au point O? Ben, c'est son énergie cinétique plus son énergie potentielle au point O. Eh bien ça doit être égal à l'énergie mécanique au point M, qui est quelconque. Et donc cette énergie mécanique au point M, ce sera aussi la somme de son énergie cinétique au point M plus l'énergie potentielle de pesanteur au point M. Alors ça paraît très long comme ça. Mais en fait, dans chaque exercice, vous allez vous retrouver dans des conditions où vous allez annuler certaines de ces valeurs. Lorsque vous développez donc cette expression, donc l'énergie cinétique au point O, vous la retrouvez là. L'énergie potentielle, comme on a pris une origine égale 0, donc au départ l'altitude était nulle, donc il n'y a plus rien qui apparaît ici à gauche. Et après, au point M, j'ai l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Vous voyez qu'on peut simplifier par la masse, donc elle disparaît. Ça veut dire quelque chose d'important, ça veut dire que sans frottement, le mouvement est indépendant de la masse. Donc que je prenne un objet qui soit très lourd ou un objet qui soit très léger, la vitesse sera la même si je n'ai pas de frottement. Et vous avez cette formule donc, qui vous permet de retrouver la vitesse au point M, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, l'étude énergétique pour trouver les valeurs de vitesse. S'il n'y a que la vitesse qui m'intéresse, et pas les équations horaires, par exemple, ben voilà une méthode qui est beaucoup plus simple. Si vous savez faire ça, c'est déjà très bien. On peut utiliser une autre méthode pour trouver exactement le même résultat. Donc tout ça, c'est niveau première. C'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la variation donc c'est un théorème de l'énergie cinétique, donc forcément il faut que ça parle d'énergie cinétique. Hein. Donc la variation de l'énergie cinétique, donc la variation de l'énergie cinétique au cours d'un déplacement d'un point. Alors je vais reprendre le même déplacement. On était parti du point O et on allait jusqu'au point M. Donc je vais reprendre cette notation-là. Dans certains livres, vous allez trouver de A vers B. Mais là, je préfère être homogène avec ce qui est écrit juste avant. Donc on va partir d'un point O et on va aller vers un point M. Eh bien, cette variation d'énergie cinétique, eh bien, elle va être égale à la somme des travaux des forces au cours du déplacement. Et là, vous voyez venir le problème, il faut que vous soyez capable de comprendre ce qu'est un travail d'une force. Comment ça se traduit en formule? Eh bien, ça se traduit tout simplement une variation d'énergie cinétique. Ça s'écrit delta EC. Attention, une variation, c'est l'état final moins l'état initial. Donc, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc, moi, concrètement, dans mon exemple, c'est l'énergie cinétique au point M moins l'énergie cinétique au point O.
Et ça doit être égal au travail des forces, donc à la somme, pardon, des travaux des forces pendant le déplacement de O vers M. Et donc c'est la somme des travaux. Donc W, work en anglais, c'est le travail pour le physicien. Donc c'est le travail de toutes les forces qui agissent de O sur le déplacement de O vers M. C'est comme ça qu'on le note. Quelle est souvent la seule force qui agit? Ça va être le poids. Donc c'est le travail du poids. Et si vous tenez compte du travail du poids, alors bien sûr, s'il y a des frottements, il faudra rajouter le travail des forces de frottement. Mais le travail du poids, s'il n'y a que... Donc ça, c'est si il n'y a que le poids. Et sachez que le travail du poids, il s'écrit donc mg, donc c'est m fois g, fois la différence d'altitude. S'il y avait des forces de frottement, il faudrait rajouter donc un travail des forces de frottement, et ça peut être une technique, souvent ça c'est ce qu'on peut faire en première, pour trouver la valeur des forces de frottement. C'est-à-dire qu'on trouve le travail du poids, on trouve la variation de l'énergie cinétique, et à la fin, on pourrait trouver le travail des forces de frottement, et après en déduire la valeur des forces de frottement. Mais je pense pas que ça ira jusque-là. Donc entraînez-vous maintenant avec les exercices, et ensuite on passera à des sujets de bac, mais on a pratiquement tout là en théorie sur la feuille de cours, donc reprenez-la sérieusement à partir d'une feuille blanche et essayez de retrouver les différentes démonstrations. Bon travail!